parlons de l'immigration. Et pas n'importe laquelle, l'immigration québécoise, de la province de Québec, parce que là, c'est quelque chose, c'est quelque chose. En vrai, t'es content, t'arrives au Québec, il fait beau, il neige, regardez-moi ça. Mais le problème, c'est vraiment la province de Québec et tout le reste. Tout simplement, mais vraiment. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, moi je suis arrivé au Québec, précisément à Matane, RPZ bien sûr. Ah non, ça glisse vraiment en fait, hein. Je vais tomber. Je vais tomber, c'est officiel. Donc, me voilà à Matane en août 2017. Donc là, ce que je fais, je fais ma dernière année en fait de DEC informatique. Normalement, le DEC c'est en 3 ans. Mais moi j'ai juste eu à faire la dernière année parce que j'avais fait un BTS. Donc c'était une sorte d'équivalence au DEC. Donc j'ai fait ma dernière année de DEC informatique qui s'est terminée fin mars 2018. Ensuite j'ai eu un stage de 2 mois que j'ai fait à Québec, ma ville dans laquelle là j'habite actuellement. Après mon stage, donc c'est-à-dire vers, je crois qu'il s'est terminé fin mai, mi-mai on va dire à peu près, j'ai trouvé un travail direct en tant qu'administrateur réseau dans une petite boîte à Matane. Donc je suis retourné à Matane pour commencer mon job. Donc j'ai commencé vers juin, début juin, vraiment la première semaine de juin 2018. Et de là, j'avais en fait j'avais toujours un permis d'études et un permis de travail qui lui était relié à mon stage. Donc lui ne comptait pas pour pouvoir travailler au Québec. C'était vraiment le permis d'études qui faisait l'équivalence au permis de travail. Parce que en tant qu'étudiant, quand on étudie, on peut travailler 20 heures par semaine pendant les études. Et hors études, donc dès que c'est les vacances, ou bien dès qu'on n'est plus étudiant, en soi, dès que tu as fini ton cursus scolaire, tu peux travailler à temps plein. Donc moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai travaillé à temps plein de juin à actuellement, en gros. J'ai jamais arrêté de travailler depuis. Et entre temps, dès que j'ai eu mon diplôme, c'est-à-dire vers août 2018, j'ai fait mon PTPD. Donc ça, c'est un permis de travail post-diplôme. C'est un permis de travail qu'on peut être apte à recevoir à partir du moment où on a réussi à décrocher un diplôme au Québec. Donc voilà, c'est ce que j'ai fait. J'ai eu le DEC informatique, c'est la fête, oh là là. Et donc moi je fais ma demande, etc. Je la fais en début septembre. Mon permis d'études lui expirait le 31 septembre. Donc j'étais dans les temps, il faut juste faire la demande avant l'expiration de notre ancien permis. Donc c'est ce que j'ai fait mi-septembre et j'ai eu ma réponse du PTPD, permis de travail post-diplôme, le 22 décembre. Donc hop, 22 décembre 2018, j'ai mon permis de travail post-diplôme de 1 an parce que j'ai fait 1 an d'études. Donc après l'obtention de mon permis de travail post-diplôme, hop, tout va bien, je suis content. Et puis là, je trouve un travail intéressant, on va dire, voilà, il a failli tomber. Vive l'hiver au Québec, c'est les premières neiges. Je pense que les premières neiges, c'est là où on se casse plus la gueule à mon avis. Donc là, je trouve un nouveau travail à Québec. Ce que je fais, c'est... Je vais vraiment tomber. Vous allez voir ma chute. Vous allez vraiment voir ma chute. Elle sera pas coupée au montage. Voilà, je vous garantis. Donc, là, je trouve un travail à Québec. Que je commence en fait en janvier 2019. Donc ça fait même pas encore 1 an que j'y suis. Et là, vu que mon permis de travail post-diplôme que j'ai actuellement expire le 22 décembre, fallait que j'entame les démarches bien avant pour être sûr et certain de pouvoir continuer à travailler et avoir des démarches en cours. Donc moi, dès fin août 2019, je commence les procédures de PEC travailleur. Alors le PEC travailleur en fait lui est réservé vraiment aux personnes qui ont travaillé pendant ces 24 derniers mois ou au moins travaillé 12 mois. Donc ce qui était mon cas parce que comme je vous l'ai dit, j'ai commencé à travailler depuis début juin 2018. Et donc je fais ma demande en août. Donc il y a quand même, en plus j'ai laissé un petit rab de 2 mois histoire d'être vraiment sûr et certain, alors que j'étais vraiment sûr.
Donc là je fais ma demande de PEC travailleur, j'envoie tous les documents qu'ils me demandent, etc. Sachez également que le PEC travailleur coûte quand même 800 $, donc c'est pas donné quand même, hein. Mais bon, il le faut pour pouvoir rester dans ce pays où il fait froid 8 mois sur 12. Super. Donc je fais ma demande, etc. Et là je reçois une lettre mi-septembre 2019. Oui, votre carte de crédit est refusée. Donc je comprends pas, ma carte est refusée, comment ça se fait? Je vérifie, normalement il n'y a aucun problème, ils peuvent retirer largement 800 $. Donc je renvoie avec aussi des coordonnées bancaires de 2 de mes amis, histoire d'être vraiment certain, et je renvoie les miens. Donc, et là, début octobre, je reçois une autre deuxième lettre, comme quoi voilà, c'est bon, les 800 $ ont été débités de ma carte, mais il manque un document. Il manque 2 documents. Donc le premier document c'est le bulletin final de ma dernière année de DEC, qui doit être en fait certifié par le cégep de Matane. Donc j'avais envoyé le bulletin mais il n'était pas certifié, donc ça c'est de ma faute. Donc j'ai appelé le service concerné au cégep et ils m'ont fait le document, aucun problème. Et le deuxième document c'était un permis de travail pendant mon travail de juin 2018 à 22 décembre 2018. Et là je réfléchis, je fais mais je leur ai envoyé mon permis de travail, mais en fait le problème c'est que ce permis de travail lui était lié à mon stage, donc lui ne comptait pas du tout, mais le permis d'études lui comptait quand même, et ça ils l'ont pas pris en compte. Donc là je réfléchis quelques jours, je fais mais j'ai pas d'autres permis à leur fournir. Donc comment est-ce que je fais? Donc là je contacte une personne qui travaille au cégep de Matane, donc dans les tout ce qui est relations internationales, etc., etc. Je lui parle de mon cas, et là elle me dit que bah en fait normalement c'est le permis d'études qui est censé justifier le fait que je puisse travailler en attendant d'avoir mon permis de travail post-diplôme. Sauf que malheureusement celui-ci n'est pas compté. Je commence à m'inquiéter. Qu'est-ce que je fais exactement? J'ai plus beaucoup de temps. Donc là ce que je fais, j'appelle 2-3 clients à moi. Donc moi en fait comme je vous ai dit, je travaille dans l'informatique. On a énormément de clients qu'on gère à Québec. Donc j'ai contacté 2-3 clients à moi qui travaillaient, on va dire, dans l'immigration. Pas dans l'immigration, mais ils aident les gens qui ont besoin en fait de papiers québécois pour travailler, etc. Donc je contacte et là on me donne un coordonné pour parler à une avocate en immigration. Donc parfait, je l'appelle, etc. En plus c'est une heure de session gratuite, hop, full bénéf, on se régale. Donc voilà, 2-3 jours après je vais voir la personne, je ramène tous mes documents, vraiment, hein. J'ai ramené tous mes documents, même les inutiles, au cas où. Je commence à regarder mes papiers, etc. Je lui explique toute ma situation. Et là elle me fait savoir plutôt que pour le PEC, donc pour la demande que j'ai faite, le PEC travailleur, les 12 mois qui demandent, bah pour ces 12 mois là, les mois de travail avec un permis d'études ne sont pas comptés. Et là je fais une tête, j'ai débité, j'ai demandé à l'avocate, etc. comment ça se fait que c'est pas compté, c'est écrit nulle part. Elle me fait vraiment, elle me dit vraiment oui c'est pas écrit. Je fais ok, bah du coup en fait on est obligé de faire la demande, de payer 800 $ et après de croiser les doigts pour que ça marche en fait, si on n'est pas au courant, comme ça a été mon cas. Je commence à voir avec l'avocate qu'est-ce que je dois faire réellement pour bah du coup rester au Québec et pouvoir continuer de travailler. Car moi mon job bah, je veux le garder, mon employeur est prêt à me garder, donc voilà. Et là bah, on essaie de voir toutes les démarches possibles, etc. Et puis la seule solution qui me vient à moi, c'est de faire un permis de travail jeune pro. C'est un permis de travail qui est pour les moins de 25 ans je crois. Et moi parfait, j'ai 22, 23. Et là bah, je regagne le sourire quand elle me parle du jeune pro, etc. Sauf que bien sûr, vu ma chance, ça allait jamais être aussi simple. Le permis de travail jeune pro en fait c'est une sélection qui se fait en fait 2 fois dans l'année. Donc ils ouvrent une session, je crois que c'est en août, et la deuxième c'est en décembre. Sauf que bah, pour le moment le bassin, on va dire comme ils l'appellent, le bassin de sélection est fermé actuellement. Donc l'année dernière il avait ouvert le 27 décembre, donc très tard. Et cette année, on ne sait pas encore, il n'y a pas encore de date, mais c'est censé ouvrir plus tôt.
comme l'année dernière, c'était censé ouvrir plus tôt. Je me retrouve donc avec une solution qui est le Jeune Pro, mais je ne peux pas faire la demande tout de suite. Donc là, j'essaie de... Là, dans ma tête, ça mijote, et je commence à calculer au niveau des dates. Donc l'année dernière, il a ouvert le 27 décembre. Cette année, normalement, il ouvre début décembre, mais on n'a pas encore les dates. Ça peut très bien être le 27 décembre comme l'année dernière. Et là, mon cerveau, je suis en train de réfléchir. Moi, mon permis de travail, il expire le 22 décembre. Donc, si... Et donc, comment je vais faire en fait? Et là, je commence à voir avec l'avocate. Et elle me dit que, bah, en fait, je vais devoir vraiment regrouper tous les documents. Attendre que le bassin ouvre. Donc, le bassin qui... Le jour il ouvre, admettons qu'il ouvre le 15 décembre. S'il ouvre le 15 décembre, je dois en fait inscrire mon nom à l'intérieur. Par la suite, attendre que je sois sélectionné. Ils font des sélections chaque semaine, donc espérons, croisons vraiment les doigts que je sois sélectionné dès la première semaine. Dès ma sélection, là je vais pouvoir en fait mettre vraiment tous mes documents en ligne. Une fois cette étape passée, qui je pensais moi au début allait être la plus compliquée, mais en fait pas du tout. Mais pas du tout, je me suis trompé. L'étape la plus compliquée, c'est maintenant les fameuses données biométriques. Ces données là, bien sûr, l'intelligence du gouvernement canadien, c'est qu'ils demandent les données biométriques, mais ils n'ont aucune agence de données biométriques. Alors donc, pour faire mes données biométriques, je vais devoir soit retourner en France pour les faire, soit aller dans un autre pays proche, soit à part les États-Unis, parce que les États-Unis n'acceptent plus, parce qu'ils ont eu trop de Français qui venaient juste pour faire la demande. Là, je commence à réfléchir, je vais être en statut implicite. Le statut implicite, vite fait, c'est quand votre permis de travail est plus valide et que vous avez déjà une nouvelle demande en cours. Donc, à partir de ce moment-là, à partir du moment où vous êtes en statut implicite, vous pouvez continuer de travailler, mais vous ne pouvez pas... Enfin, vous pouvez sortir du pays, mais y revenir avec les douaniers, c'est assez compliqué. Donc voilà. Donc, mais moi, dans tous les cas, je vais être obligé de sortir du pays, à part si ils ouvrent une agence de données biométriques au Canada. Normalement, d'après des sources a priori presque sûres, tout ce qui est équipement des données biométriques sont bien arrivés dans les agences. C'est juste que le temps de les former, etc., ça devrait ouvrir en décembre. Mais encore une fois, rien n'est sûr avec l'immigration. Et là, bah, je souffle à mon cou. L'avocate qui voit mon air vraiment dépité, qui est au fond du gouffre. Je réfléchis, ça cogite dans mon cerveau. Et je comprends que rien n'est sous mon contrôle. Que je vais vraiment devoir attendre que le bassin ouvre, qu'il me sélectionne, etc. Donc, tout va se faire en décembre. On verra bien ce que ça va donner. Mais je crois, en tout cas je vais tout donner pour y arriver. Dans le pire des cas, ce qui peut m'arriver si vraiment j'ai zéro chance, c'est que le bassin ouvre après le 22 décembre, donc après la date après la fin de mon permis de travail post-diplôme. À partir de ce moment-là, je vais devoir, bien sûr, avant le 22, aller à la douane, à la frontière canadienne-américaine, leur demander de me faire un permis touristique qui lui est valide 3 mois. Par la suite, logiquement, je pourrais plus travailler malheureusement, mais je pourrais quand même rester sur le territoire canadien pour pouvoir continuer faire mes démarches, etc. Donc voilà, et puis j'ai fait les calculs, sachant que le CSQ je l'ai déjà payé 800 $. Je vais devoir le refaire en janvier-février pour ma résidence permanente, mais bon, ça j'ai encore le temps, donc je vais devoir encore payer 800 $. C'est pas fini, hein. Je vais également devoir payer 230 $ de frais pour le permis Jeune Pro. Donc 800, 200, ça commence à faire un gros chiffre. Et ensuite de ça, je vais également devoir faire une assurance qui fait également le rapatriement Canada-France. Donc cette assurance là, je vais devoir l'avoir pour 2 ans parce que mon permis de travail jeune professionnel sera pour une validité de 2 ans. Donc ça va me coûter à peu près 700 €. À peu près donc 1050 $. Ce qui fait que je vais grosso modo devoir payer dans les prochaines semaines, dans le prochain mois, plus de 1500 $.
Ah oui, j'ai oublié bien sûr le billet d'avion, donc soit pour Mexique, Cuba ou la France pour faire mes données biométriques. S'il n'y a aucune agence qui ouvre ici, qui va me coûter, je pense, environ aussi entre 800 et 1000 dollars. Donc, ce qui va me faire à peu près, on va dire 2000-2500 dollars à payer. Ça fait beaucoup, mais bon. Si c'est ce qu'il faut faire pour rester dans ce foutu pays, bah on va le faire, même si je le répète, les démarches, enfin c'est surtout le fait qu'on soit très mal renseigné. Moi, si j'aurais pas été aller voir l'avocate, j'aurais jamais su tout ça, j'aurais vraiment jamais su. Je connaissais un peu dans la généralité il y avait ce gène pro qui avait tout ça à faire, etc., qui avait différentes façons de faire, mais tous ces petits détails assez futiles qui m'ont fait perdre, on va dire, 800 dollars, etc., je ne savais pas, et c'était écrit nulle part. Et ça, on peut pas deviner. Donc c'est ce que je reproche en fait à l'immigration québécoise et canadienne, hein, les deux, hein, que on est très mal informé. Même sur leur site, c'est très mal d'avoir tous les renseignements dont on a besoin. Bref, voilà, c'était une vidéo un peu story time où je vous raconte un peu mon parcours de mon combat contre l'immigration, exactement. Donc je vous tiendrai au courant de comment, si je dois rentrer en France ou ce qui m'est arrivé, etc., si j'ai de la chance ou pas. J'espère que vous avez aimé ma petite vidéo story time, et on se retrouve pour une prochaine vidéo.